Dans cette vidéo, on va corriger le deuxième exercice du deuxième contrôle d'algèbre linéaire, exercice que j'aime appeler le festival des points gratuits, puisqu'à la question 1, on va vraiment pas transpirer pour résoudre ça. Donc, on se place dans un espace euclidien et on s'intéresse aux endomorphismes qui vérifient cette propriété. Produit scalaire de f de x avec y égale x produit scalaire de x avec f de y. Dans la première question, on va faire ça très simple et très explicite. On va considérer que notre espace euclidien, c'est R2 avec son produit scalaire habituel, celui que vous connaissez depuis la terminale. Et on va considérer un endomorphisme générique qui a x1, x2 associe ax1 plus bx2, cx1 plus dx2. Et on note E1 et E2, les vecteurs de la base canonique de R2. Ok, jusqu'ici que du très classique. On nous demande de calculer le produit scalaire de f de E1 avec E2. Donc f de E1, c'est f de 1, 0, du coup. Et f de 1, 0, si x1 est égal à 1 et x2 est égal à 0, on obtient a fois 1 plus b fois 0, c fois 1 plus d fois 0, donc c'est le vecteur AC. Donc, le produit scalaire de f de E1 avec E2, c'est le produit scalaire usuel de terminale du vecteur AC avec le vecteur 0, 1. Ça va, ça fait C. D'autre part, f de E2, c'est-à-dire f de 0, 1, du coup, si x1 égale 0 et x2 égale 1, on obtient a fois 0 plus b fois 1, c fois 0 plus d fois 1, ça nous fait le vecteur BD. Et si je fais le produit scalaire de ça avec le deuxième vecteur de la base canonique, le premier vecteur de la base canonique, j'écris n'importe quoi, excusez-moi. Donc là, je fais le produit scalaire de E1 avec f de E2, c'est-à-dire le produit scalaire du vecteur 0, 1, 1, 0, décidément, avec le vecteur BD, et ça me fait cette fois 1 fois B plus 0 fois D, ça fait B. Maintenant, on a supposé que f de produit scalaire de f de x avec y, ça fait x produit scalaire avec f de y pour tout vecteur x pour tout vecteur y. Donc en particulier, avec x égale E1 et y égale E2, on obtient que f de E1 produit scalaire E2 est égal à E1 produit scalaire f de E2, c'est-à-dire du coup C égale B. Donc qu'est-ce qu'on a montré? En fait, juste une remarque qu'on ne nous demande pas du tout, mais histoire de savoir où on en est. Une remarque, du coup, ce qu'on a montré, c'est que si on regarde la matrice de f dans la base canonique, en fait, la matrice de f dans la base canonique, ça va être la matrice dont la première colonne, c'est les coordonnées de f de E1 dans la base de 1, E2, ça va faire AC. Et la deuxième colonne, c'est les coordonnées de f de E2 dans la base canonique, donc ça va faire BD. Donc en fait, la matrice de f, c'est la matrice ABCD. Et du coup, ce qu'on a montré, c'est que si pour tout xy dans R2, produit scalaire de f de x avec y égale x, produit scalaire avec f de y, alors en fait, A est symétrique.
Donc dans R2, les endomorphismes qui vérifient cette propriété avec le produit scalaire usuel, leur matrice dans la base canonique est symétrique. Voilà. On ne nous le demande pas, mais c'est juste pour expliquer un peu ce qu'on a montré ici. Alors dans la question 2, on va être encore plus explicite. On va supposer que A égale C égale B égale D égale 1. Autrement dit, on prend l'endomorphisme f de x1, x2 est égal à A fois x1 plus B fois x2, donc x1 plus x2, C fois x1 plus D fois x2, donc à nouveau x1 plus x2. Et on nous demande de calculer le noyau de f, l'orthogonale du noyau de f, et l'image de f. Le noyau de f, ça fait très longtemps que vous savez faire ça. Si vous prenez, donc là c'est presque insultant, si vous prenez un vecteur de R2, à quelles conditions il est dans le noyau de f? Il faut que f de x, ça fasse 0. C'est-à-dire ça fasse le vecteur nul de R2. C'est-à-dire, il faut que x1 plus x2 fasse 0 et que x1 plus x2 fasse 0. Donc en fait, il y a une seule équation qui est x1 plus x2 égale 0. C'est donc l'équation de ker f. Ker f, du coup, c'est l'ensemble des x dans R2 qui ont la somme de leurs coordonnées qui fait 0. Et ça, si on pousse un tout petit peu plus loin, ça revient à dire que x1 égale moins x2. Autrement dit, que le vecteur x, il est égal à x2 fois le vecteur moins 1, 1. Et x2 peut prendre n'importe quelle valeur. Donc ker f, en fait, c'est le sous-espace vectoriel engendré par moins 1. Voilà. Bon, ça, c'est quand même... c'est une question de L1, ça. Et encore, même en L1, je leur demande des endomorphismes de R3, parce que R2, c'est quand même vraiment facile. Alors, orthogonale de ker f. L'orthogonale de ker f, c'est l'ensemble des vecteurs qui sont orthogonaux à tous les vecteurs de ker f. Voilà. Et comme d'habitude, j'ai pas pris assez de place, et en plus j'ai le soleil dans les yeux. On va pas se plaindre qu'il y ait du soleil, pour trouver dans ker f. Du coup, si je prends un vecteur x dans R2, x appartient à ker f orthogonal. Du coup, il faut que x appartienne à... Alors, il faut que, pour tout u dans ker f, le produit scalaire de x avec u fasse 0. Pour garder mes notations constantes, ici, en fait, j'ai pris x, c'est un vecteur de R2, il est dans ker f orthogonal, s'il est orthogonal à tous les vecteurs u de ker f. Maintenant, les vecteurs de ker f, on a dit que c'était le sous-espace vectoriel engendré par moins 1, 1. Donc u, il appartient à ker f si et seulement si il est de la forme lambda fois moins 1, 1. Maintenant, ça c'est par bilinéarité du produit scalaire, ça revient à dire que pour tout lambda dans R,
lambda fois x produit scalaire avec moins 1, donc x1, x2 produit scalaire avec moins 1, 1, est égal à 0. Et d'un autre côté, si c'est vrai pour tout lambda dans R, bah en particulier c'est vrai pour lambda est égal à 1, et on obtient alors que x1, x2 produit scalaire avec moins 1, 1 égale 0. Et d'un autre côté, si ce produit scalaire est nul, bah du coup quand je le multiplie par n'importe quel lambda, ça fait toujours 0. Donc ça c'est une équivalence. Et si on calcule, du coup on obtient moins x1 plus x2 égale 0. Donc ça, c'est l'équation de ker f orthogonale, hein, x2 moins x1 égale 0. Ou encore, c'est l'ensemble des vecteurs tels que x1 égale x2. C'est l'équation de ker f orthogonale. Et d'un autre côté, si x1 égale x2, du coup, avec x2 qui peut prendre n'importe quelle valeur, bah, du coup, ça revient à dire que x, il est de la forme x2 fois le vecteur 1, 1. Il est égal à x2, x2. Hein. Donc en fait, ker f orthogonale, c'est le sous-espace vectoriel engendré par le vecteur 1, 1. Voilà. Ça, c'est l'orthogonale de ker f. Ensuite, il faut qu'on calcule l'image de f. Ça ne devrait pas nous prendre la nuit non plus, hein. À nouveau c'est une question de L1. Image de f. F c'est un endomorphisme, donc son image c'est aussi un sous-espace vectoriel de R2. Donc si je prends V égale à Y1, Y2, Y on va dire égale Y1, Y2, un vecteur de R2 que cette fois je vois comme l'espace d'arrivée de F. Y, il appartient à IMF. Si et seulement si il existe un X dans R2 tel que f de x égale y, et ça revient à dire qu'il existe un x1 et un x2 dans R2, enfin deux réels x1 et x2, qui forment donc un vecteur de R2, tel que x1 plus x2 fait y1, x1 plus x2 fait y2, et ça revient à dire que le système du coup qu'on vient d'écrire là, il a des solutions. La question, c'est pas quelle solution, la question, c'est qu'il en est. Pour quel y1, y2, ce système a des solutions? Ce système, je vais l'appeler étoile. Et ce système, en fait, hein, si on l'échelonne, ça prend 3 minutes, 2 minutes, 30 secondes, de soustraire la première ligne à la deuxième pour obtenir, du coup, x1 plus x2 égale y1 et 0 égale y2 moins y1. Donc il a des solutions. Si et seulement si, y2 moins y1 égale 0. Autrement dit, si et seulement si, y1 égale y2. Donc y, il appartient à IMF. Si et seulement si, y1 égale y2. Autrement dit, si y, il est égal à y2, y2, c'est-à-dire y2 fois le vecteur 1, 1. Donc l'image de f, c'est l'ensemble des y dans R2 dont les deux coordonnées sont égales, et c'est le sous-espace vectoriel engendré par le vecteur 1. Et on observe du coup que c'est égal à ker f orthogonale.
on ne nous le demandait pas, si je dis pas de bêtises, mais on obtient à notre grande surprise que IMF est égal à kerf orthogonal, et c'est un résultat qu'on va généraliser dans la question petit 2, qui est la question qui est non triviale dans cet exercice. Donc dans cet exercice, jusqu'ici, on n'a fait que des trucs, je pense, très abordables. Et maintenant, c'est là qu'il va falloir qu'on commence à travailler, puisque maintenant, on est dans un cas général. Donc E, c'est un espace euclidien qu'on ne connaît pas, c'est plus R2. Et il faut qu'on montre que l'image de F est incluse dans kerf orthogonal, puis qu'on en déduise que les deux sont égaux. Il faut qu'on montre une inclusion entre deux ensembles. Comment est-ce qu'on va faire ça ? On prend un élément du premier ensemble et on montre qu'il est dans le deuxième. Donc, soit Y appartenant à l'image de F. Alors rappelons que maintenant, je ne sais plus qui c'est F et je ne sais plus qui c'est E. On est dans le cas général. Donc tout ce qu'on peut dire sur Y dans IMF, c'est qu'il existe un X dans E tel que Y égale F de X. C'est ça que ça veut dire que Y est dans l'image de F, c'est que Y est l'image d'un vecteur de E par F. Maintenant, il faut qu'on montre que Y est orthogonal à tous les vecteurs de ker F. Donc je prends un vecteur dans ker F, je calcule le produit scalaire avec Y, et j'aimerais bien que ça fasse 0. Alors maintenant, je ne sais pas grand-chose sur tous ces gens, mais je sais que Y il est égal à F de X. Ça, c'est parce que Y est dans l'image de F, comme on a déjà dit. Et maintenant, ce qu'on avait supposé sur F, c'est qu'on peut, en quelque sorte, le changer de côté dans le produit scalaire. Donc ça, c'est l'hypothèse qu'on a faite sur F. Depuis le début de l'énoncé, on suppose que produit scalaire de f de x avec u, c'est égal au produit scalaire de x avec f de u. Maintenant, u, il est dans le noyau de f, donc f de u, ça fait 0. Et produit scalaire de quoi que ce soit avec 0, ça fait toujours 0 par bilinéarité du produit scalaire. Donc, pour tout u dans ker f, le produit scalaire de y avec u égale 0, ça veut dire que y appartient à ker f orthogonal. Donc on a pris un y dans l'image de f, et on a montré qu'il était dans l'orthogonale de ker f, donc on a montré cette première inclusion. Et maintenant, on nous demande de montrer, en utilisant les dimensions, que en fait, ces deux sous-espaces vectoriels, ils sont égaux. Maintenant, ce qu'on sait, c'est que E, il est toujours égal à... Quand on a un sous-espace vectoriel dans E, le sous-espace vectoriel et son orthogonale sont en somme directe. Donc ça, c'est pas juste ker f, c'est pour tout f sous-espace vectoriel d'un espace euclidien E. E, du coup, il est somme directe de f et de f orthogonale. Donc si je fais ça avec f égale ker petit f, j'obtiens que E est somme directe de ker f avec son orthogonale. Donc la dimension de E, elle est égale à la somme des dimensions de
ker f et de ker f orthogonal. Et donc, la dimension de ker f orthogonal elle est égale à la dimension de E moins la dimension de ker f. Mais d'un autre côté, ça, d'après le théorème du rang, c'est égal au rang de f, c'est-à-dire à la dimension de l'image de f. Le théorème du rang nous dit que la dimension de E est égale à la dimension de ker f plus la dimension de im f. Donc la dimension de l'image de f, elle est aussi égale à la dimension de E moins la dimension de ker f. Donc ces deux sous-espaces vectoriels, ils sont inclus l'un dans l'autre. L'image de f est incluse dans ker f orthogonal. Et d'un autre côté, ils ont la même dimension. Donc ils sont égaux. Si on a un espace vectoriel inclus dans un autre et qui sont de même dimension, alors en fait, ils sont égaux. C'est un des théorèmes qu'on avait vu l'année dernière sur la dimension des sous-espaces vectoriels. Donc en toute généralité, dans un espace euclidien, l'image d'un endomorphisme symétrique, d'un endomorphisme qui vérifie l'égalité qu'on a montré en haut, là, c'est l'orthogonale de son noyau. Et il me semble que c'est tout ce qu'on avait à faire pour cet exercice. Je vous remercie de votre attention et j'espère que c'était clair.